Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous force vraiment à regarder en face les angles morts de notre société. Bonjour. Oui, c'est une discussion qui est, disons, aussi difficile que nécessaire. Exactement. Alors notre mission aujourd'hui, c'est d'examiner les conclusions d'un document qui a fait l'effet d'une bombe en 2025. C'est le rapport In Plain Sight, qu'on peut traduire par À découvert, et ça vient du Queensland Child Death Review Board en Australie. Voilà, et on ne va pas juste faire du sensationnalisme. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment un prédateur a pu opérer dans le système d'éducation et de garde de la petite enfance pendant près de 20 ans. 20 ans sans jamais être inquiété. C'est fou, ouais. Bon, décortiquons tout ça. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la psychologie d'un seul individu, hein. On veut ouvrir le capot de la machine institutionnelle pour voir pourquoi tous les voyants d'alerte ont été complètement ignorés. C'est l'axe fondamental. On est face à une dissection minutieuse d'une défaillance systémique. Ce n'est pas juste un dysfonctionnement isolé, c'est l'incapacité de multiples systèmes, que ce soit la police, les régulateurs ou les écoles, à relier des points qui étaient pourtant documentés. Franchement, c'est une thématique qui devrait intéresser toutes les personnes qui nous écoutent, parce que ça touche aux infrastructures même de la famille moderne. Confier ses enfants à une institution, c'est plus une exception aujourd'hui. Ah non, c'est devenu la norme absolue. Totalement. J'ai regardé les chiffres sur l'évolution de la cellule familiale et le changement de paradigme est brutal. Aujourd'hui, 80% des mères d'enfants à charge travaillent. Et en 2025, on compte environ 1,44 million d'enfants australiens qui fréquentent des services de garde agréés. Et ça change tout au niveau de la dépendance à ces services. Exactement. On parle plus d'un petit service d'appoint. C'est une infrastructure vitale. Franchement, c'est au même titre que les routes ou le réseau électrique. Si le système de garde d'enfants s'arrête, c'est toute l'économie qui s'effondre. Ce qui est fascinant ici, c'est la rapidité avec laquelle le contexte de l'enfance a changé. C'est l'affaire d'une seule génération. Avant, les enfants passaient beaucoup de temps dans des jeux de quartier, avec une sorte de surveillance communautaire informelle. Ouais, les voisins, la famille, le boulanger du coin. C'est ça. Il y avait des regards croisés constants. Mais aujourd'hui, ce modèle s'est effondré. Les enfants passent ce temps dans des institutions gérées par des entreprises ou alors en ligne. Et ces institutions, c'est devenu un business colossal. Le secteur de la petite enfance, on l'appelle souvent ECEC, il génère 22,3 milliards de dollars. C'est énorme. Oui, et la structure de ce marché est révélatrice. Il est dominé à 54% par des entités à but lucratif. On y trouve même de grands fonds d'investissement. Des fonds de pension qui gèrent des crèches? C'est quand même dingue. Totalement. Et cette financiarisation a un impact direct sur la main-d'œuvre. On parle d'un secteur composé à 91,2% de femmes. Elles sont chroniquement sous-payées par rapport à d'autres secteurs éducatifs, alors qu'elles ont une charge mentale écrasante. Et la conséquence logique de cette pression financière et de ces bas salaires, c'est un turnover massif. Le taux de rotation du personnel crève le plafond. Et c'est là que la faille s'ouvre. Ce taux de rotation oblige les centres à faire massivement appel à des agences d'intérim pour respecter les ratios légaux. Donc tu te retrouves avec des employés qui changent d'une semaine à l'autre. Exactement. Et ça dilue complètement la vigilance. Si tu ne connais pas ton collègue, comment tu peux repérer un comportement subtilement inapproprié? Et pareil pour l'enfant. Si tu es là depuis 2 jours, tu ne vas pas remarquer qu'un enfant est soudainement anxieux ou replié sur lui-même. La mémoire institutionnelle disparaît en fait. Voilà. Et les prédateurs le savent. Ils exploitent cette rotation pour agir sans être repérés. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un fossé énorme entre la réalité de ces environnements et ce que le public perçoit du danger. Et franchement, les médias y sont pour beaucoup. Oui, les médias créent un décalage majeur. Totalement. Quand il y a une affaire d'abus aux infos, on nous parle d'un cadre bancaire de 50 ans arrêté à l'étranger ou d'un réseau de hackers avec des milliers de fichiers extrêmes. C'est sensationnel, ça fait les gros titres. La conséquence, 56% des personnes interrogées pensent que ce genre d'abus ne se produit pas, je cite, là où elles vivent. Cette illusion du danger inconnu est dramatique. Il faut vraiment recadrer les choses. La réalité, c'est que la vaste majorité des abus sont le fait de personnes que l'enfant connaît. Ce sont des figures de confiance dans des environnements familiers. Pas le monstre caché dans les buissons. Non, pas du tout. Et il faut aussi parler de qui est ciblé. Les prédateurs ciblent activement les vulnérabilités. Un enfant en situation de handicap est 3,4 fois plus susceptible d'en être victime. 3,4 fois, c'est glaçant. Et dans ces environnements institutionnels, les filles sont 3 fois plus exposées que les garçons.
Le prédateur recherche le déséquilibre de pouvoir. Face à de très jeunes enfants qui n'ont pas la capacité cognitive ou verbale pour signaler l'abus, ils se sentent intouchables. Parce que l'enfant dépend de l'adulte pour manger, pour le change, pour tout. Exactement. Le rapport de force est total. Et ce qui complique encore les choses aujourd'hui, c'est que ce danger ne s'arrête pas aux portes de la crèche ou de l'école. La nouvelle frontière, c'est le numérique. Ah, la menace en ligne, c'est un accélérateur absolu. J'ai vu les chiffres dans les sources, c'est à peine croyable. Dans un salon de discussion de jeux vidéo banal, une situation de grooming, donc la phase d'approche psychologique, ça peut s'amorcer en 19 secondes. 19 secondes. C'est fulgurant. C'est le temps de vérifier son téléphone, quoi. Et il faut en moyenne 45 minutes pour instaurer la manipulation et isoler l'enfant. 45 minutes. Ah là là. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on voit bien le parcours typique de l'escalade chez ces individus. C'est hyper documenté. Ça commence souvent par la consommation de pornographie extrême, puis ça glisse vers des actes illégaux. Il y a une étude là-dessus, non? Oui, une étude de l'Institut Childlight. Elle montre que la consommation de pornographie violente multiplie par 4,91 la probabilité de commettre une infraction sur un mineur. Pratiquement 5 fois plus de risques. C'est énorme. Le cerveau se désensibilise et les barrières moraux tombent. Et la technologie leur offre des outils de plus en plus sophistiqués. On doit parler de l'intelligence artificielle, parce que ça prend des proportions délirantes. La création de deepfakes pédopornographiques a augmenté de 1325% en 2024. C'est une véritable industrialisation de l'horreur. Mais le pire, franchement le pire, c'est l'utilisation de chatbots. Des prédateurs configurent des IA pour imiter le langage des enfants. Ces robots automatisent le grooming à grande échelle. Le bot peut parler à 50 gamins en même temps, utiliser le bon argot sans jamais se fatiguer ou faire d'erreurs qui pourraient le trahir. C'est terrifiant. La technologie permet une systématisation de l'approche qui dépasse de loin les capacités de surveillance traditionnelles. Ce qui nous amène à la question des solutions, ou plutôt de l'illusion de nos solutions actuelles, parce qu'on essaie de se rassurer avec des filtres administratifs. Prenons le système de la Blue Card dans le Queensland. C'est une vérification stricte des antécédents pour pouvoir travailler avec des enfants. C'est censé être le filtre ultime, en effet. Et pourtant, dans le rapport, on voit le cas de cet offenseur, Ashley Paul Griffiths. Il est responsable de 307 infractions sur 69 enfants, étalées sur des années. Et il avait cette fameuse Blue Card. Comment quelqu'un avec un tel profil passe entre les mailles du filet de manière aussi spectaculaire? En fait, c'est le cœur du problème institutionnel. Le système d'information fonctionnait complètement en silo. Il y avait des signalements, tu sais, des parents inquiets, des membres du personnel qui trouvaient son comportement étrange. Mais personne n'a relié les points. Exactement. La crèche A ne parlait pas à la crèche B, et la réponse typique des institutions face à un employé suspect mais non condamné, c'est souvent de simplement le transférer ailleurs. Le fameux moved on. On protège la réputation du centre plutôt que l'enfant. Et cette vérification des antécédents, je me disais en lisant le rapport, c'est littéralement comme conduire en regardant dans le rétroviseur. C'est une très bonne image, oui. Bah ouais, le rétroviseur te montre seulement ce qui s'est déjà passé. Si la personne a un casier judiciaire, ok, tu le vois. Mais si le gars n'a jamais été pris, s'il a été assez malin pour passer sous le radar de la police, le rétroviseur est propre. Ça ne te dit rien sur le danger qui est juste devant toi. Tout à fait. Et c'est là que le droit pénal montre ses limites en matière de prévention. La barre de la preuve est très haute pour la police. Il faut prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Ce qui est normal pour la justice, mais... Mais pour protéger un enfant, c'est inadapté. Le rapport souligne que 80% des infractions signalées n'aboutissent pas à une arrestation faute de preuves tangibles. Et la tragédie bureaucratique ne s'arrête pas là. Le ministère de la Protection de l'enfance n'a souvent même pas le mandat d'intervenir si l'abuseur n'est pas le parent de l'enfant. Attends, c'est-à-dire que si l'employé de la crèche est un prédateur, les services sociaux ne peuvent rien faire parce qu'il n'est pas de la famille. Exactement. C'est une faille juridique majeure. On se retrouve avec un système morcelé où la police ne peut pas agir sans preuve irréfutable et où les services sociaux se déclarent incompétents. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que si on résume, le rapport est clair. Un système purement réactif, qui se repose sur le droit pénal et sur un bout de papier prouvant que tu n'as pas été attrapé dans le passé, c'est voué à l'échec. Totalement voué à l'échec. On ne peut plus se cacher derrière le confort d'une procédure administrative.
La protection, elle doit devenir proactive. Il faut une vraie culture d'entreprise, de la transparence et une vigilance de tous les instants. Cela soulève une question cruciale, et c'est peut-être la réflexion la plus importante pour notre public. Je t'écoute. Si nos lois, nos vérifications, nos procédures sont toutes conçues pour réagir uniquement après qu'un individu a laissé une trace ou qu'un crime a été prouvé, comment est-ce qu'on peut repenser l'architecture même de nos institutions? Tu parles des écoles, des clubs de sport? Des écoles, des crèches et même des environnements numériques. Comment faire pour que la prévention ne dépende plus de votre capacité à prouver un crime passé, mais de l'impossibilité pure et simple, physique et culturelle, de le commettre en premier lieu? C'est clair que ça demande de repenser entièrement le modèle, de ne plus laisser les portes fermées, d'avoir des espaces ouverts, des regards croisés, de revaloriser les professionnels de la petite enfance. Exactement. Il faut passer d'une logique de conformité administrative à une véritable culture de la protection, intégrée dès la conception des espaces et des pratiques. C'est une réflexion super puissante pour terminer. Franchement, ça donne beaucoup de matière à réflexion pour toutes les personnes qui s'intéressent à la sécurité de la prochaine génération. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ces enjeux complexes avec moi aujourd'hui. Merci. C'était un échange nécessaire. Et un grand merci à notre public d'avoir suivi cette exploration approfondie. C'est un sujet lourd, mais c'est seulement en regardant la réalité en face qu'on pourra exiger mieux de nos systèmes. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour continuer à décrypter les grands enjeux de notre société.